Alors, nous recevons ce matin la Ligue des droits et libertés. On reçoit Mme Ève-Marie Lacasse et Mme Linda Kellil. Alors, bienvenue aux travaux du Comité consultatif sur la réalité policière. Je m'appelle Bernard Sévigny. Je suis le coordonnateur du comité et je vais agir à titre de président pour cette rencontre. Alors, rapidement, je vous présente mes collègues, les membres du comité. Mme Marlene Jennings. Bonjour. Madame Jennings est à Montréal. Madame Nicole Gibault. Madame Gibault est à Gatineau. Monsieur Alexandre Matte, depuis Québec. Et Monsieur Louis Côté. Bonjour. Qui est à Sherbrooke. Alors, nous avons reçu au préalable votre mémoire et le document également, le rapport sur le BEI. Les membres en ont pris connaissance. Je rappelle rapidement les consignes. Vous avez une dizaine de minutes pour faire une présentation des points saillants et par la suite, on va s'engager dans des échanges d'une vingtaine de minutes sous forme de questions-réponses. Au besoin, j'interviendrai lorsqu'il va rester une minute. Je dis au besoin parce que le plus souvent, autrement, je n'ai pas à le faire. Si vous voulez prendre la parole, vous connaissez la fonctionnalité de lever la main. Alors, je vais vous laisser le soin d'abord de vous présenter et lorsque vous serez prête pour entreprendre, alors on partira le chronomètre. Alors, la parole est à vous. Bien, je vais tout de suite y aller. Vous pouvez partir le chronomètre. Bonjour, comme M. Sévigny disait, je m'appelle Ève-Marie Lacasse, je suis la coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés. Aujourd'hui, je suis en présence de ma collègue Linda Kellil qui travaille aussi sur les enjeux policiers à la Ligue depuis quelque temps. En commençant, quelques mots sur la Ligue des droits et libertés. Nous sommes une vieille organisation. Depuis sa création en 1963, la Ligue a toujours lutté contre les abus policiers, mais aussi l'impunité policière. À plusieurs reprises dans notre histoire, on est intervenu sur des enjeux qui touchent aux questions policières, notamment la brutalité policière, l'usage de la force, le profilage racial et social, politique aussi, l'impunité, les divers mécanismes de surveillance des actions policières, etc. Aujourd'hui, devant le comité consultatif sur la réalité policière, on va se concentrer sur l'importance de réformer en profondeur le Bureau des enquêtes indépendantes, principalement au niveau de son mandat d'enquête sur les décès et blessures graves qui surviennent lors d'interventions policières. On réclame depuis plusieurs années l'instauration d'un véritable mécanisme d'enquête qui soit indépendant, impartial et transparent, chargé d'enquêter sur tous les cas où il y a des interventions policières qui causent la mort ou blessures graves à une personne. C'est dans cette optique, donc, qu'on intervient pour dénoncer les enquêtes de la police sur la police depuis plus d'une décennie. Et peut-être aujourd'hui, rapidement, outre l'importance de réformer le BEI, on va parler rapidement, en dernier lieu, de la problématique des interpellations policières, donc le deuxième document que vous avez reçu. Peut-être en commençant rapidement, avant de parler des problèmes qu'on concerne au niveau du Bureau des enquêtes indépendantes, pourquoi est-ce qu'on a trouvé important de faire un bilan des 3 premières années d'activité du Bureau des enquêtes indépendantes? Eh bien, au cours des dernières années, en fait, la Ligue et avec une autre organisation qui s'appelle la Coalition contre la répression et les abus policiers, on a suivi de très près les activités du BEI. On est toujours préoccupé, en fait, par son fonctionnement et surtout par des critiques qui sont formulées par des proches de victimes d'interventions policières. En septembre dernier, donc, on a présenté notre bilan critique des 3 premières années d'activité de cette organisation-là. Ce bilan-là est le fruit de 3 années d'analyse et d'observation du travail du BEI. À la fin de cet exercice, on en arrive à la conclusion que le BEI n'est pas véritablement indépendant du milieu policier. Il n'est pas non plus transparent et ces 2 éléments-là soulèvent plusieurs questions au niveau de son impartialité sur la question des enquêtes indépendantes. Pour corriger le tir, dans la conclusion de notre bilan, on formule 46 recommandations afin de réformer en profondeur le BEI. On demande donc au comité consultatif sur la réalité policière de faire ces recommandations-là, de les faire siennes, en fait, et de les inclure dans ces recommandations qui seront présentées à la ministre Geneviève Guilbeault au printemps 2021. Premier problème important qu'on a soulevé dans notre exercice de bilan, c'est le manque d'indépendance. L'indépendance du BEI à l'égard des corps de police est essentielle à la garantie d'impartialité des enquêtes indépendantes qu'il mène sur d'autres corps policiers, toujours. En vertu de ce principe, donc, selon nous, l'ensemble du personnel du BEI devrait être exempt de tout lien avec le milieu policier afin d'éviter toute situation de solidarité consciente ou inconsciente entre les membres du personnel du BEI et les corps policiers sur lesquels il enquête. Par exemple, un exemple de manque d'indépendance, à l'heure actuelle, on considère que les enquêtes de la police sur la police continuent parce que le BEI ne dispose d'aucune ressource spécialisée.
Donc ça veut dire qu'il doit faire appel aux reconstitutionnistes en collision et aux techniciens et techniciennes en identité judiciaire de la SQ, du SPVQ et du SPVM dans presque toutes ces enquêtes indépendantes. En 2019, décembre 2019, quand la date où on a compilé les chiffres des 3 premières années, c'était dans presque 100% de ces enquêtes indépendantes que de tels recours, les recours aux services spécialisés étaient nécessaires. Selon nous, l'ampleur de ce recours aux services de soutien de d'autres corps de police est préoccupante au niveau des principes d'impartialité et d'indépendance à l'égard de ces corps de police sur lesquels il enquête bien souvent. Pour mettre fin à ça, on recommande que le BAI ne dépende pas d'autres corps policiers, donc on doit lui donner les ressources financières afin qu'il puisse avoir ses propres ressources spécialisées. L'idée que le BAI se dote de ses propres ressources spécialisées, ce n'est pas une idée incongrue. L'expérience ontarienne le démontre. À la suite de la publication du rapport du juge George Adams en 1998, l'unité des enquêtes spéciales, qui est l'équivalent du BAI en Ontario, s'est dotée de ses propres services spécialisés. L'UES, à l'époque, évaluait que de tels services à l'interne renforcent encore l'unité en tant qu'organisme indépendant d'enquête. Et deuxième problème au niveau de l'indépendance, selon nous, c'est la question de l'équipe d'enquêteurs du BAI. Près de 70% de ces enquêteurs proviennent soit sont d'anciens policiers ou d'anciens employés civils de corps policiers. En décembre 2019, c'était 32 enquêteurs sur 46 qui avaient de tels antécédents. Et à la même date, tous les superviseurs enquêteurs, c'était des anciens policiers. Quand on sait qu'il arrive qu'il y a des enquêteurs du BAI qui sont affectés à des enquêtes indépendantes sur des policiers du même corps de police où ils ont travaillé, donc peut-être des anciens collègues, selon nous, ce principe d'impartialité est encore plus malmené. Par exemple, on sait que c'est arrivé dans le cas de la mort de Corey Kevin Selick en 2017. C'était le SPVM qui était le corps de police impliqué dans l'intervention. Sur les 7 enquêteurs déployés par le BAI, 2 avaient été policiers au SPVM et un autre qui avait déjà travaillé en tant qu'employé civil. On a eu ces informations-là via une demande d'accès à l'information, mais on peut se poser la question dans combien d'autres cas une situation similaire s'est produite. Selon nous, ça cause des problèmes au niveau de l'indépendance, mais aussi de l'impartialité de l'enquête. Ce qu'on recommande face à cette situation, c'est afin d'assurer le caractère indépendant du BAI, on a constamment fait valoir que celui-ci devrait avoir un caractère essentiellement civil. Donc, à cet égard, la loi sur la police et le règlement sur la procédure de sélection et sur la formation des enquêteurs du BAI devraient être modifiés afin que l'équipe du BAI ne soit composée que de civils n'ayant jamais travaillé pour un corps de police, en tenant compte évidemment de la fin des mandats des personnes actuellement en poste. À cet égard, le Québec doit s'inspirer ou pourrait s'inspirer de la législation de la Colombie-Britannique. La législation de cette province prévoit que les ex-agents de police ne sont pas éligibles au poste d'enquêteur du Independent Investigations Office, l'équivalent du BAI en Colombie-Britannique, pendant 5 ans après avoir été à l'emploi d'un service de police de la même province. En outre, suivant les recommandations du rapport de la commission Braidwood, toujours en Colombie-Britannique, qui avait été institué après la mort de M. Robert Dickenski, le Independent Investigations Office devrait, 5 ans après sa mise sur pied, être composé exclusivement d'enquêteurs civils qui n'ont jamais été policiers. On sait actuellement que la Colombie-Britannique n'a pas encore atteint cet objectif, mais le principe est quand même enchâssé dans la loi, ce qui devrait être fait au Québec selon nous aussi. Et en terminant, avant de laisser rapidement la parole à ma collègue, d'ici à l'atteinte d'un bureau pleinement civil au Québec, la loi sur la police devrait être modifiée afin qu'un ex-policier ou un ex-employé d'un corps de police ne soit jamais assigné à une enquête portant sur un événement qui peut impliquer un ancien collègue ou sur le corps policier duquel il provient. C'est d'ailleurs ce qu'avait souhaité le ministre Stéphane Bergeron à l'époque lors de la création du BAI. En ce moment, rien n'est prévu dans ce sens dans la loi ou dans les règlements du BAI. Puis peut-être petit dernier mot là, en terminant au sujet de l'indépendance, on est profondément estomaqué par la demande du SPVM qui a été soumise dans le mémoire qui vous a été soumis en fait, de créer une équipe mixte SPVM-SQ pour enquêter sur les allégations criminelles à l'endroit des policiers de ces 2 corps de police. On a l'impression que le SPVM et la SQ ne semblent pas vraiment avoir compris que la population souhaite que les enquêtes de la police sur la police cessent en ramenant cette revendication-là devant le comité consultatif sur la réalité policière. Pour nous, il faut suivre la recommandation 2 du rapport Bouchard qui date du 30 novembre 2017, qui est de modifier la loi sur la police pour confier définitivement ces enquêtes au BAI. Et comme l'a indiqué Pierre Goulet, le directeur actuel du BAI en entrevue au Journal de Montréal l'été dernier, ce mandat d'enquête devrait être pour toute allégation criminelle visant un policier dans l'exercice de ses fonctions ou non.
On est d'accord avec cette demande de M. Boulet. Donc, je laisse la parole à ma collègue. Merci. Oui, merci Eve-Marie. Donc, brièvement, pour les quelques minutes qu'il me reste. Donc, le deuxième enjeu concernant le BEI, c'est l'enjeu de la transparence. Puis, au terme de notre examen des activités du BEI, on a constaté que son plus grave déficit, c'est le fait, déficit de transparence, donc, c'est le fait qu'il ne publie pas de résumé exhaustif et anonymisé de ses rapports d'enquête indépendante dans les cas où le DPCP ne porte pas d'accusation contre le ou les policiers impliqués. Puis on considère que cette publication est fondamentale pour que à la fois le public et les familles des victimes puissent comprendre le déroulement de l'événement et également évaluer la rigueur, l'impartialité et l'indépendance des enquêtes. Et on considère que c'est une mesure qui devrait être mise en œuvre rapidement, donc par une modification à la loi sur la police et au règlement sur le déroulement des enquêtes du BEI, probablement davantage par une modification au règlement. Puis d'autres provinces le font d'ailleurs, donc on pense à l'Ontario, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse et le Manitoba. Et c'est aussi une recommandation qui a été faite récemment par Maître Fanny Lafontaine, qui est l'observatrice indépendante qui a rendu un rapport public, qui a rendu public un rapport le 15 octobre dernier. Donc, pour nous rappeler, c'était un rapport suite à un mandat qu'elle avait eu du gouvernement d'examiner et d'évaluer l'intégrité et l'impartialité des enquêtes du SPVM concernant des allégations d'actes criminels qui auraient été commis par des policiers à l'égard de personnes issues des Premières Nations ou de la nation inuit. Par la suite, troisième important problème qui afflige le BEI concerne le fait qu'il n'y ait pas de sanctions lorsque des policiers ou des directeurs de corps de police ne respectent pas leurs obligations prévues au règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes. Donc, comme vous avez pu le constater dans notre rapport, on a révélé en novembre 2018, donc la CRAP et la LDL, suite à une demande d'accès à l'information que nous avons faite, des lettres que la directrice du BEI a transmises aux directeurs de corps de police pour leur faire part de ces entraves aux enquêtes du BEI. Et c'est la seule action que la directrice a pu poser parce qu'il n'y a pas de sanctions qui sont prévues dans le règlement et on considère que cette absence de sanctions n'est rien de moins qu'une invitation à récidiver. Et cette demande de prévoir des sanctions donc dans le règlement est également formulée par la protectrice du citoyen, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ainsi que tout récemment par Maître Fanny Lafontaine, l'observatrice indépendante. Si vous voulez conclure, donc, en conclusion, on considère également que pour assurer la pérennité du Bureau des enquêtes indépendantes et en raison notamment de ces multiples mandats qui lui sont confiés, il faudrait faire procéder à un examen indépendant, périodique, indépendant et public de l'ensemble de ces activités et que cette obligation soit prévue à la loi sur la police, puis que le mandat de cet examen périodique soit d'examiner toutes les activités du BEI à l'aune des principes fondamentaux que sont l'indépendance, la transparence, l'impartialité et la rigueur des enquêtes. Puis, peut-être que dans la période d'échange, puisque le temps nous manque pour notre présentation, pour aborder l'enjeu des interpellations policières et également peut-être celui de la Commission de la sécurité publique de l'agglomération de Montréal. Je vous remercie. Bon, c'est bien. Merci beaucoup. Alors, pour la présentation, on va procéder à la période de questions. Alors, je demande à mes collègues qui ouvre le bal. Madame Jennings, c'est à vous. Merci beaucoup pour votre présentation. Peut-être vous pouvez utiliser une minute ou deux pour justement parler de toute la question du profilage, les recommandations adjacentes à cette question, cette problématique. Oui, donc merci de l'opportunité de poursuivre rapidement. Donc, sur les interpellations policières, on sait que c'est une problématique qui relève du phénomène du profilage racial systémique. Donc, il est depuis longtemps connu qu'il existe une surinterpellation des personnes autochtones racisées et marginalisées. Il y a récemment un rapport qui a été rendu public à Montréal à cet effet. Et donc, à la Ligue, on s'est penché sur la problématique des interpellations policières. Et ce qu'on recommande dans le cadre de notre mémoire qu'on a déposé devant la Commission de la sécurité publique de Montréal dans le contexte d'une consultation sur la politique du SPVM en matière d'interpellation policière, c'est d'instaurer un moratoire immédiat sur cette pratique, donc à la fois à Montréal, mais évidemment partout à l'échelle du Québec, et de tenir une consultation publique qui va être large, inclusive et tenue par une instance indépendante.
Puis on trouve que le processus qui a été suivi en Nouvelle-Écosse était davantage porteur que ce qui a cours en ce moment à Montréal et au Québec. C'est-à-dire, en ce moment, on pense que les autorités font fausse route en ayant adopté des politiques pour encadrer les interpellations policières, quand on sait que cette pratique génère une insécurité qui est avérée au sein des communautés qui sont surinterpellées, alors que, en contrepoids, l'utilité et en regard de la sécurité publique n'a toujours pas été démontrée. On considère que mettre fin de manière immédiate aux violations de droits inhérentes à cette pratique en instaurant un moratoire et ensuite se pencher collectivement sur ce qu'il faut faire avec cette pratique et envisager, ce qui n'est pas envisagé en ce moment, alors que dans d'autres provinces, ça l'est, l'opportunité de mettre fin à cette pratique et de l'interdire, tout simplement. Madame Jennings, est-ce que vous vouliez ajouter? Non, ça va. Madame Gibault, c'est à vous. Bonjour, mesdames. Merci d'être présentes. Vous avez parlé de façon générale sur vos préoccupations. J'y reviendrai tantôt, mais ma première question, est-ce que vous avez une opinion sur, en ce qui a trait aux interpellations, nécessairement, sur le port par les policiers des caméras corporelles? C'est ma première question, mais je vais vous laisser répondre parce que ce ne sera pas dans le même, ça va être secondaire. Allez-y. Oui, donc je vais commencer, peut-être que Marie poursuivra. Donc, ce qu'on comprend en ce moment au sein de la population, la demande à l'égard des caméras, le port de caméras corporelles par des policiers, c'est pour assurer la transparence des interventions, mettre fin à l'impunité policière, aux violences policières, à la brutalité policière. Donc, c'est ce qui nous semble animer cette volonté au sein de la population qu'il y ait un port de caméras corporelles. Cela dit, maintenant, on considère qu'il y a beaucoup d'enjeux qui doivent être évalués quant à la possibilité d'instaurer des caméras corporelles, donc de déployer ce type d'outils, et que la discussion publique n'a pas eu lieu. Donc, par exemple, si on prend l'exemple à Montréal où il y a eu une consultation, pas une consultation publique, mais une séance publique de la Commission de la sécurité publique sur le projet pilote qui avait été mené par le SPVM. À la suite de cette séance, l'administration avait décidé de ne pas poursuivre la réflexion, donc de mettre, on pourrait dire, le couvercle sur la marmite. Puis, à ce moment-là, la Ligue, on avait participé à la séance, des représentants et représentantes de la Ligue, dont moi-même, pour demander une consultation publique parce qu'on considérait que le projet pilote, c'était le point de départ de la réflexion et non pas la fin de la réflexion. Et à ce moment-là, donc, il n'y a pas eu de poursuite de discussion publique qui a été menée. Puis aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que très rapidement, à la fois à Montréal et au sein du ministère de la Sécurité publique, on veut mettre de l'avant le déploiement de ce type d'outils. On trouve que c'est précipité dans la mesure où il faut au préalable examiner vraiment toutes les facettes et voir est-ce que c'est l'outil qui va permettre de répondre aux demandes de la population quant à mettre fin à l'impunité policière et à assurer une surveillance des interventions policières. Complémentaire à ceci, je vais laisser mes collègues après ça te poser des questions et si j'ai une chance, je reviendrai parce que ce n'est pas dans le même champ, là. Alors, sur ceci, vous parlez des enjeux sur les caméras corporelles, mais on sait que ce projet pilote, bon, à part le fait que la technologie a changé, puis les coûts, etc., quels sont, donnez-moi des exemples d'enjeux qui seraient non bénéfiques pour ce genre d'interpellation, pour qu'on ait une réflexion à faire sur quelque chose qui serait pas correct, là, parce qu'évidemment, il va être trop tard si jamais dans nos réflexions, on semblait vouloir le faire. On n'a pas non plus la réflexion que vous faites. Alors, donnez-moi quelques exemples, si vous êtes en mesure, de certains enjeux que vous voyez problématiques, s'il vous plaît. D'abord, on pense qu'il faut se pencher sur quels sont les objectifs derrière l'idée de déployer ces caméras, parce que ça a un coût énorme aussi pour la société. Donc, est-ce que le profilage racial, est-ce que les violences policières vont diminuer en déployant de tels outils? Donc, on s'en remettrait à des études qui vont avoir été faites de manière indépendante parce qu'en ce moment, ce qu'on entend beaucoup, c'est davantage peut-être les préoccupations policières ou les intérêts pécuniaires des entreprises qui vendent cette technologie. Mais l'idée de voir comment ça s'insérerait dans plusieurs mesures pour mettre fin au profilage racial qu'on pense à cette problématique ou aux violences policières, c'est pas encore clair de quelle manière ça s'arrime,
que ça va vraiment permettre d'atteindre cet objectif quand on pense aussi au coût que ça va avoir pour la société ou à l'utilisation qui va être faite ensuite par ce type de technologie. Est-ce que ça va davantage servir, est-ce que ça va être un outil qui va être utilisé contre la population ou qui va être utilisé pour servir la population? Donc, c'est des préoccupations qu'on a et pour lesquelles sur lesquelles on veut se pencher dans le cadre d'un débat public, d'une discussion publique qui nous semble serait davantage bénéfique qu'actuellement. Je rajouterais peut-être une petite chose à ce niveau, un des enjeux aussi qui est aussi mentionné dans différentes villes américaines où est-ce que c'est l'usage des caméras corporelles est plus connu, ou en tout cas ça fait plus longtemps ou que c'est utilisé, c'est la fonction de qui va allumer la caméra. Est-ce que la caméra est toujours allumée ou bien c'est le policier ou la policière qui décide à quel moment cette caméra-là est aussi, ça fait partie des questions qui posent, en tout cas des enjeux sur lesquels il faut discuter. Et aussi les images. Il y a par exemple, je n'ai plus le nom exact de la ville, mais il y a certaines villes toutes les images sont, la caméra est constamment allumée et les images sont publiques. Donc, c'est possible d'aller consulter sur un site Internet les films, pas les films, mais bon, le rush d'images d'une caméra d'un policier X. Mais pour d'autres, c'est pas du tout, c'est difficile d'avoir accès à ces enregistrements-là. Donc, il y a plusieurs enjeux au niveau de l'encadrement de tout ça, comment ça va se passer. Bref, qui va prendre les décisions? Est-ce que ça va juste être les forces policières ou bien il va y avoir des experts indépendants qui vont pouvoir se pencher là-dessus ou de la société civile? Bref, pour nous, il y a plus de flou que de clarté dans tout ça. Puis on pense que la discussion doit continuer, en fait, ou l'évaluation de cette question-là avant de prendre des décisions précipitées. Bon, ça marche, merci. Madame Jennings, et par la suite, moi, j'aurai une question. Allez-y, Madame Jennings. Oui, c'est toujours sur le port des caméras corporelles. Le gouvernement vient d'annoncer tout un budget de quelques 100 millions de dollars pour la GRC, justement pour mettre en place tout un programme de port des caméras corporelles. Et une fois l'obtention de ces outils, il y aurait un budget de 50 millions par année, si je ne me trompe pas. Êtes-vous au courant de cette décision? Et deuxièmement, avez-vous des informations plus précises sur comment est-ce que les questions que vous venez de soulever sont déjà répondues dans le programme de la GRC? Peut-être rapidement, en fait, j'ai vu passer la nouvelle, je ne sais plus trop où, un entrefilet, là, mais autrement que ça, moi, personnellement, je n'ai pas plus d'informations sur comment ça va se passer au niveau fédéral avec la GRC, ni quels éléments seront ou ont été pris en compte dans l'analyse et la mise en œuvre de ce programme-là. Mais je vais laisser peut-être ma collègue peut-être d'autres informations. Okay. Madame Kelly n'a pas d'autres précisions sur... Non, elle faisait signe. Okay. Non, c'est ça, je n'ai pas davantage de précision quant à la GRC. Ça va, Madame Jennings? Moi, j'aimerais revenir sur le BEI parce que lorsque vous avez fait référence au projet de loi du BEI à l'époque de Stéphane Bergeron, et j'avais lu votre mémoire, et je suis allé voir comment ça se passait en Colombie-Britannique, et simplement une précision, il y a eu une difficulté pour embaucher des civils seulement. Ils ont amendé la loi en 2019 pour enlever ce plafond-là. Cela dit, ça m'amène à ma question. Il semblerait que cet équilibre-là est difficile à atteindre, d'avoir 100% complètement de civils au BEI, et c'est le cas au BC. En Ontario, le juge Michael Tulloch propose des équipes mixtes pour intervenir parce qu'il y a un biais policier et il y a un biais civil. Alors, quand les interventions ou les enquêtes se font ensemble, ça permet d'avoir un certain équilibre. Comment vous recevez ça? D'abord, cette difficulté de recruter des civils et cette formulation ontarienne-là. Oh, votre... Oui, j'ai activé mon micro. Donc, on considère que on devrait, au Québec, se fixer un objectif. Donc, ce ne serait pas l'année prochaine qu'il n'y aurait que des civils, mais un objectif avec un horizon réaliste où il y aurait un examen sur quels sont les
les embûches ou quels sont les obstacles quant à la possibilité d'embaucher, d'être attractif à l'égard de civils qui n'ont pas d'antécédents dans le milieu policier et de se fixer un horizon de plusieurs années. Disons, l'exemple de la Colombie-Britannique, c'était de 5 ans pour être en mesure d'atteindre le principe de l'impartialité, de l'indépendance pleine et entière de l'organisme. Et peut-être une sous-question sur les ressources spécialisées. Vous avez fait allusion, il faudrait que le BEI soit doté de ses propres ressources. Mais en même temps, en termes de transition, vous proposez qu'il y ait un registre qui soit mis à jour sur le type de service qu'on peut aller chercher, parce que c'est les niveaux 3, 4, 5, de 3 à 6 qui peuvent donner les services, et de rendre public ce registre-là. Et ma question, ce ne serait pas suffisant parce qu'il y a une question de ressources également qui est l'enjeu de doter une équipe, le BEI, de ressources. Est-ce que ce serait un compromis acceptable pour vous? Bien, en fait, peut-être qu'avant de... Je vois ma collègue qui voulait parler, je vais juste rapidement dire. En fait, l'idée du registre, c'est en attendant que le BEI ait assez de budget, se voit octroyer un budget suffisant pour pouvoir se constituer une équipe de ressources spécialisées interne, donc qui n'a pas besoin de dépendre de... C'est un peu comme le même principe que l'équipe d'enquêteurs pour devenir éventuellement, dans l'idéal, 100% civil. Donc, d'avoir un plancher d'ici telle date, mais qu'il y ait des décisions financières qui soient prises au niveau du gouvernement du Québec pour que le BEI puisse avoir davantage de budget afin de pouvoir se doter de sa propre équipe pour ne pas dépendre des autres corps policiers à ce niveau-là. Fait que le registre, c'est comme un peu en attendant, je dirais. Là. Une transition. Oui. C'est bien, merci. Si je peux compléter aussi le registre, en fait, ce qu'on voit dans notre rapport à la page 20, la recommandation 8, le registre, c'est également à l'égard des agents et des agentes qui ont été affectés à des services de soutien dont le travail a fait l'objet de critiques, parce que ce qu'on relate dans le rapport, c'est qu'il y a des agents qui ont fait des services de soutien qui ont fait l'objet de critiques dans le cadre d'instances judiciaires. Donc, c'est aussi de faire un registre pour documenter et pour ne pas affecter ces agents à des enquêtes du BEI dans ce contexte. Okay. Merci. Madame Gibault, la parole est à vous. Oui, bien, M. Sévigny, vous avez passé un petit peu sur ma question. C'est correct. C'était dans le cadre pour votre question de transparence et indépendance. Alors, je vois que votre suggestion, au lieu de changer ça tout de suite demain matin sur une période un peu plus longue, c'est d'obtenir. Oui, il peut y avoir des enquêteurs policiers qui soient qui fassent partie du BEI, mais il faudrait qu'il y ait une déconnexion, c'est ce que j'ai compris, que ce soit de 5 ans minimum, qu'il y ait une déconnexion par rapport à leur fonction pour essayer que cette transparence et cette indépendance reflètent mieux au niveau de la population pour atteindre la confiance du public. Je pense que c'est ce que j'ai compris, là, puis c'est ce que M. Sévigny a aussi demandé comme question. Est-ce que je me trompe ou c'est à peu près ça, là? Oui, donc en fait, si je peux apporter des précisions, ce qu'on pense, c'est que à court terme, ce qu'il faudrait, c'est que les enquêteurs du BEI, que ce soit inscrit clairement dans le règlement, qui ne peuvent pas enquêter, les enquêteurs qui sont des ex-policiers, enquêter sur un événement qui implique le corps de police dans lequel ils ont travaillé. Mais ce qu'on pense, c'est que dans la loi, on devrait se fixer un horizon réaliste, donc de 5 ans, en tenant compte aussi des contrats actuels qui sont signés avec les enquêteurs actuels, pour arriver à un personnel entièrement civil qui n'a aucunement travaillé dans le milieu policier. Donc, qui n'a jamais, soit à titre d'ex-policier, soit à titre d'employé civil d'un corps de police. Oui, OK. Complémentaire. Vous ne pensez pas qu'on se limite parce que ces gens-là, où on va trouver, faites-moi une suggestion, une proposition, quelque chose, où trouve-t-on dans le milieu civil des gens, puis si on les éloigne du corps policier, peut-être qu'ils vont avoir une brisure là, dans cette, je ne parle pas dans la formation, mais où trouverait-on au niveau civil des gens qui ont une formation pointue? Moi, je suis juriste. Je veux dire, me mettre enquêteur demain matin, il faut que j'aie une formation quelconque, où, quand, comment, parce que c'est bien beau, là, mais j'étais sur un banc de juge pendant des années. Je n'ai pas été enquêteur. Donc, dans ce... Parce que c'est très, très pointu comme enquête. Et vous voulez une transparence, on veut une transparence, on veut tout ça, confiance. Que ce soit des gens qui soient en mesure
d'avoir une formation extrêmement rigide pour le faire et d'évacuer tous anciens policiers juste parce qu'ils ont eu une badge de police. Est-ce que vous ne trouvez pas un peu drastique comme proposition? Donc, ma collègue pourra compléter, mais ce qu'on pense, c'est qu'il y a eu énormément de situations qui démontrent que pour que les enquêtes soient réellement des enquêtes pleinement indépendantes et impartiales, il ne faut pas que ce soit d'anciens policiers. Il y a des biens conscients, il y a une solidarité inconsciente qui rentre en ligne de compte. Donc, on considère vraiment qu'il faut que ce soit des enquêteurs civils et qui peuvent être formés. Donc, en ce moment, il y a des enquêteurs civils qui n'ont pas d'antécédents policiers au sein du BAI et qui ont reçu une formation adéquate et qui, en ce moment, prennent de l'expérience. Donc, on pense que si on se donne les moyens au Québec, on serait en mesure, dans un échéancier d'environ peut-être 5 ans, ça pourrait être quelques années de plus, quelques années de moins, d'atteindre un bureau qui serait entièrement civil. Puis, ce qu'on sait aussi, c'est que, contrairement peut-être à des enquêtes policières où il faut trouver la personne qui aurait commis l'infraction, là, on enquête sur un policier, la personne est déjà identifiée. Donc, c'est une enquête moins, je dirais, moins large dans la mesure où on n'est pas à rechercher dans la ville qui est l'auteur de la commission d'une infraction. On enquête précisément sur un policier qui est déjà identifié. Peut-être un petit complément d'information aussi par rapport à, on sait que par exemple, il y a des organisations comme la Commission d'accès à l'information ou bien la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse qui ont des enquêteurs aussi, qui ont des équipes d'enquêteurs. Donc, bien sûr qu'ils ne sont pas des anciens policiers. C'est sûr que ce n'est pas le même mandat, mais ça existe au sein de d'autres institutions, des gens qui font des enquêtes et qui ne sont pas qui n'ont pas de formation policière. Donc, et bien sûr que la formation est importante, comme disait ma collègue Mme Kellil, mais on sait qu'il y a déjà des enquêteurs au sein du BAI qui ne sont pas des anciens policiers ou des anciens employés de corps de police. Donc, c'est possible de pouvoir bien former des gens qui n'ont pas d'antécédents policiers pour ce faire. OK. Merci. Ça va. Merci. Monsieur Côté, la parole est à vous. Oui, bonjour. Écoutez, vous venez tout juste de dire que sur un policier, j'ai toujours cru que le BAI, moi, enquêtait sur un événement incluant plusieurs personnes et non pas sur un policier. Je ne veux pas que c'est biaisé au départ si on démarre une enquête de cette façon. En fait, ce que je voulais dire, donc c'est vrai pour les enquêtes indépendantes, c'est une enquête sur un événement. Dans le cas des enquêtes criminelles dont le BAI a reçu le mandat, il enquête sur un policier qui aurait commis une infraction criminelle. Donc, c'est dans ce contexte, étant donné les multiples mandats du BAI, c'est dans ce contexte-là que je disais ça. OK. Question complémentaire, ça va, M. Côté? Oui, ça va. Madame Jennings. Oui, vous recommandez que le BAI détienne ses propres services d'enquête ou de services spécialisés comme la reconstitution des scènes de crime, etc. Et reçoit un budget pour pouvoir éventuellement avoir ses propres services spécialisés au sein de leur organisme. Nous avons reçu plusieurs recommandations des experts qui sont des civils, des universitaires dont leur profession et leur vie professionnelle, c'est d'étudier la gestion des services de police, etc. Et ces experts recommandent à notre comité que le Québec devrait se doter de services spécialisés, des équipes spécialisées nationales, que ce ne sera pas les services de police individuels, que ce soit la Sûreté du Québec, la SPVM, la SPVQ, etc., qui auront leurs propres techniciens en identité judiciaire, en reconstitution de scènes de crime, etc. Si jamais ça devient notre recommandation, croyez-vous qu'à ce moment-là, le BAI devrait toujours avoir son propre service spécialisé au sein de leur organisme ou pourrait faire appel à un tel service national? Peut-être, si j'ai une petite question de précision, est-ce que
ces services à l'échelle provinciale relèveraient d'un corps de police ou seraient indépendants des corps de police? Donc, quel est le modèle qui vous a été proposé pour pouvoir répondre? Certains des experts ont parlé que ça devrait être une agence complètement indépendante qui ne relève d'aucun service de police. D'autres recommandent que ça soit sous la juridiction, par exemple, de la Sûreté du Québec. Mais donc, s'il y avait une telle agence indépendante ou une agence sous la juridiction, par exemple, de la Sûreté du Québec ou du ministère même, une des directions du ministère, c'est quoi votre pensée là-dessus? On pense que, donc je regardais si ma collègue avait activé son micro, on pense que si c'est une agence indépendante, ça permettrait de mettre en œuvre le principe de l'indépendance qu'on met de l'avant dans notre rapport, c'est-à-dire que le BEI étant un corps de police spécialisé, tout comme les autres corps de police, il s'en remettrait à l'agence indépendante qui offre ses services de soutien. Donc, on pense que si cette mesure était mise en œuvre, oui, ça serait les services de soutien pour le BEI relèveraient de cette agence indépendante. Pourraient relever. C'est bien, Mme Jennings. Moi, j'ai une dernière question. Le temps file. On va devoir arrêter. Je veux revenir sur les interpellations et parce que vous recommandez un moratoire. Lorsqu'on parle de la police communautaire, vous l'évoquez également dans votre document, la police communautaire, c'est l'approche, c'est d'être près des citoyens, à la limite poser des questions aux citoyens pour pouvoir bien comprendre, bien connaître la dynamique du quartier, de la ville, de la municipalité. À quel endroit on devrait tirer la ligne entre, parce que vous dites que l'interpellation, quand c'est une enquête, une personne disparue, une personne qui a besoin d'aide, le policier peut questionner et il fait une enquête. Dans le cas qu'il n'y a pas d'enquête, vous remettez en question le fait de questionner. Comment c'est compatible avec la police communautaire ou de proximité ou la police de concertation, par exemple? Oui, donc ce qu'on sait ou ce qui est documenté par des chercheurs, c'est que depuis que le développement de la police communautaire, les pratiques de profilage n'ont pas diminué, au sens où il pourrait y avoir des bénéfices à ce modèle de police, mais il y a également le contrepoids et en fait que je pense à une chercheure dont le nom m'échappe en ce moment, qui a montré que c'était un peu comme un modèle de façade. Ce qui était prétendu être une police communautaire était davantage une police qui faisait davantage de pratiques qui relèvent de profilage racial et de profilage social ou de harcèlement avec les citoyens. Donc, on pense qu'il faudrait peut-être tempérer ce qu'on pense être une bonne police quand on parle de police communautaire, puis qu'au contraire, pour les communautés, ça a des impacts. Donc, voilà. Merci. Madame Lacasse, vous voulez ajouter? Non, ça va? Je veux juste mentionner la chercheure que ma collègue fait référence, c'est Mme Lynn Chamberlain. Madame Chamberlain. Pour votre information. En fait, c'est Lynn Beauchesne. Ah, pardon, Lynn Beauchesne. Okay. Je viens de m'en rappeler. Je ne sais pas, M. Savigny, si j'aurais une petite minute pour vous parler rapidement de la Commission de la sécurité publique puis d'une de nos recommandations. Oui, rapidement, en terminant, allez-y. On pense qu'en ce moment, la Commission de la sécurité publique de l'agglomération de Montréal ne joue pas suffisamment son rôle de surveillance des pratiques policières. Puis ce qu'on pense, c'est qu'il y aurait lieu de demander la charte pour modifier la composition de la commission afin d'y inclure des représentants et des représentantes de la société civile. Et je mentionne que c'est d'ailleurs une réflexion qui a été faite en 2017 par M. Alex Norris, qui est actuellement président de la commission et qui, à l'époque, était un porte-parole de l'opposition en matière de sécurité publique et vice-président de la commission, qui a fait cette recommandation devant la commission Chamberlain, la commission d'enquête sur la confidentialité des sources journalistiques. Et on pense que c'est ce qui lui permettrait de davantage tendre à remplir son rôle de surveillance des pratiques policières qu'elle ne remplit pas suffisamment à notre avis en ce moment.
Merci pour le point. Ça fait partie également de notre réflexion, la gouvernance des corps policiers à travers d'instances semblables. Puis d'ailleurs que la présidente a démissionné hier, je pense, du Comité de sécurité publique de Montréal, de la commission. Merci beaucoup à vous deux, Mme Kellin, Mme Lacasse. Merci pour votre mémoire, la richesse des échanges également. Merci beaucoup pour votre contribution. Ça va apporter de l'eau au moulin pour notre réflexion et pour la suite des choses de notre côté. Alors, merci infiniment de vous être prêté à l'exercice. C'est vraiment apprécié. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.